Bienvenue à tous. Un broglio institutionnel exceptionnel en plein processus électoral au Bénin. Le laboratoire de la démocratie en Afrique francophone cherche désespérément ses marques. Pour une fois, le pays pourrait se voir aller aux urnes sans la participation de l'opposition. Les Béninois croient vivre un cauchemar jamais imaginé depuis la mémorable conférence des forces vives de la nation. Mais hélas, mesdames, messieurs, l'évidence est là, palpable. Au nom de nouveaux tests de loi de la République, les partis de l'opposition se sont vus tous en jeu. Sauf extraordinaire, un hypothétique consensus, les données demeureront inchangées. Le Bénin aura alors à effectuer un nouveau saut vers l'inconnu. Partout ailleurs, on retient son souffle et on observe. Difficulté notoire dans l'application des nouvelles lois électorales sous talon, signe avant-coureur de l'échec des réformes opérées. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Mathieu Avlessi, juriste d'affaires et expert en communication, marketing politique. Outil indispensable pour mieux se projeter dans l'avenir, parlant des données politiques. Il accompagne le régime au pouvoir. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, le docteur Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Il est conseiller au cabinet du président d'honneur du parti USL, formation de l'opposition. Docteur Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël Yetonji et bonjour à nos chers téléspectateurs. Ils ont une façon de répondre et heureux de vous savoir aussi disponible. Le 28 avril prochain, mesdames, messieurs, les Béninois sont attendus aux urnes. Un calendrier qui court toujours. Mais plus les jours passent, plus la question de la participation de l'opposition au scrutin apparaît comme une énigme. Un problème plus que préoccupant que le chef de l'État, le 6 mars dernier, a voulu mettre au clair. Mais après cette intervention, les jours qui ont suivi ont semblé assombrer davantage le ciel sur la tête des Béninois. Intervention du garde des Sceaux, décision de la Cour constitutionnelle, sortie médiatique de la Sénat, un cocktail qui crée comme une confusion générale. Mathieu Avlessi, vous avez suivi tout ceci avec un regard, paraît-il. On a suivi quelques jeunes proches de vous, peinés, mais pas désespérés à ce qu'il paraît. Tout à fait Joël, je crois que peinés, oui, peinés parce que globalement on aurait souhaité que les choses avancent dans un élan de convivialité de part et d'autre. Nous sommes tous partenaires mouvance opposition. Je crois que c'est un partenariat qui nous permet de développer ce pays parce que lorsque vous avez l'élan d'accompagner un pouvoir et qu'en face, il n'y a pas des sons de cloche qui vous disent de temps en temps qu'il y a des biais dans ce que vous faites, ce n'est pas toujours bien. Moi, je ne suis pas à l'aise à fonctionner et qu'il n'y ait pas de sons de cloche qui me disent parce que je ne suis pas Dieu, Dieu seul est parfait. Et donc, je crois que nous devons remercier le chef de l'État qui, à un moment donné, a compris qu'il fallait revoir un peu les choses, qu'il fallait confier le processus à une décision consensuelle, ce qui est en cours en ce moment. C'est heureux. Et nous espérons que de cette rencontre, on aura des issues favorables pour les uns et les autres. Ok, de cette rencontre, on espère des issues favorables pour les uns et les autres. La question qui apparaît à travers ma première intervention à votre endroit, je reviendrai là-dessus. Oui, Fidèle Sonon, une série d'événements ayant suivi cette sortie du 6 mars, cette rencontre du chef de l'État avec les formations de l'opposition qui a poussé plus d'un à espérer. Mais la suite aurait créé comme du désespoir au niveau des concitoyens. Mais vous, avec votre double casquette, d'abord de citoyen, d'observateur, ensuite de conseiller, comment avez-vous vécu tous ces moments? Oui, ce chaos-là que vous avez décrit n'honore pas le Bénin, n'honore ni l'opposition, ni la mouvance. Donc n'honore pas tout simplement le Bénin. Et c'est pour ça que, à la suite de M. Avlessi, je voudrais aussi, il paraît que ça ne se fait pas au Bénin, mais
je suis très à l'aise de le faire. Je voudrais féliciter le président de la République qui a eu cette clairvoyance de demander à ce qu'on remette la balle à terre. Il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas. Mais moi, a priori, j'écoute ce qu'il a dit. Et j'attends de voir la suite pour savoir s'il n'a pas été sincère ou pas. Ce que je constate aujourd'hui, tout simplement, c'est que c'est lui qui a raison de dire qu'il faut remettre la balle à terre, qu'il faut aller dans la voie du consensus. C'est pour ça que je suis désolé face à la réaction de certains de ses partisans qui font ce que moi j'appellerais montre d'insubordination, d'indiscipline de groupe. Parce que vous pouvez ne pas voir les choses dans le même sens que votre patron. Mais lorsque le chef décide, on ne le contredit pas. Moi, j'appelle ça de l'insubordination. Ceux qui continuent de parler de loi, c'est la loi, il faut respecter la loi, ceux qui méritent iront aux élections. C'est une forme de contradiction de l'orientation que le chef a donnée. Donc moi, je voudrais appeler ceux-là à essayer d'aller dans le sens du président de la République afin que nous puissions nous asseoir avec nos partenaires pour justement solutionner ce problème-là qui ne nous honore pas. Oui, Mathieu Avlessi. Oui, je remercie M. Senon, et puis je suis très à l'aise avec, ce n'est pas la première fois, on se rencontre et sur beaucoup de points on accorde des violons. Je suis d'avis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je crois aussi que il me paraît un peu sévère vis-à-vis des interventions des amis. Oui, les gens auraient dit ce qu'ils ont dit, mais ceci, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Ce n'est pas pour autant que cela pourrait orienter le consensus demandé, le travail demandé à cette équipe qui a mis sur pied. Et moi, j'ai confiance que de cette équipe-là, des décisions de cette équipe-là, on aura une sortie heureuse de la situation. Alors, si le Bénin en est à cette étape, il y a eu une pièce maîtresse qui aura fondamentalement joué. Alors que les dossiers ont été déposés, les formalités remplies, l'étude en cours, eh bien, il y a eu cette pièce devenue indispensable, certificat de conformité. Si au début, certains ont dit, bon, qu'à cela ne tienne, au-dessus de l'Assemblée, il n'y a personne que l'Assemblée, et donc cette pièce ne saurait s'imposer. À l'arrivée, tous ont compris finalement que c'est une pièce non négociable. Mathieu Avlessi. Oui, Joël, je crois que vous savez, nous étions dans un contexte donné. Et dans ce contexte, beaucoup de partis politiques allaient aux élections. Le contexte a changé depuis le vote de la nouvelle charte. Il fallait qu'on s'assure que chaque parti politique existant antérieurement se mettent en phase avec les dispositions actuelles, d'où le certificat de conformité. C'est juste pour nous assurer qu'effectivement, les gens ont fait le pas, les gens ont pris les dispositions pour répondre à notre droit positif, à la situation en cette matière-là. Et je crois que ce n'est pas, ces pièces, c'est vrai, mais c'est juste pour nous assurer, comme je l'ai dit là, pour nous assurer que le pas est fait, la démarche est faite, les dispositions sont prises dans le sens de la loi en vigueur. Et pour cette pièce, il faut constater qu'à l'arrivée, il n'y aurait eu que deux, disons en définitive, qui peuvent se frotter les mains s'ils étaient au départ au nombre de 5 officiellement à obtenir le précieux sésame. Mais à l'arrivée, on se rend compte qu'on peut passer les mailles de formation, les seules formations proches du chef de l'État, il faut le dire. La Sénat a essayé de justifier parce que ceci a poussé à un tollé exceptionnel qui a conduit au point le plus cumulant de la tension. Ben, le délibéré de la Cour, pour lequel beaucoup se disaient quelque chose pourrait être fait, a donné le résultat que tous ont suivi. Oui, ça aussi, ça a fait une surprise pour tous. Parce que surprise pour vous aussi?
Bon, surprise parce qu'on a vu des gens qui se sont mis dans qui ont emboîté les pas, qui ont commencé par faire les formalités. Et si tant est que les gens ont voulu faire les formalités, et quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu avoir les éléments d'appréciation qui leur permettent d'être en liste pour les élections? Je crois que tout cela pourrait se corriger à travers l'équipe mise sur pied qui doit faire des propositions au chef de l'État pour une sortie de crise heureuse pour chacun et pour tous. Monsieur Ablissi, vous avez les regards fondamentalement tournés vers la plénière qui aura lieu la semaine. Tout à fait. J'ai confiance en ce qu'ils vont faire, j'ai confiance en mon peuple, parce que c'est ça, ce sont nos représentants, c'est eux qui parlent en notre nom, c'est la légitimité, et il faudrait que ils fassent un travail qui correspond à ça. Fidèle Sodon, de ce côté du travail en cours, parallèlement, il y a eu de nouvelles données, c'est le délibéré de la Cour constitutionnelle, c'est ensuite la conférence de presse de la Sénat pour expliquer comment on en est arrivé là. Au niveau de l'USN, on a suivi tout ceci, mais un peu embarrassé, à ce qui paraît. Oui, tout à fait. Vous savez, pour aller un peu à la genèse des choses, oui. Parce qu'il faudra que... Nous avons un mal, il faudrait que nous allions à la racine pour savoir quelle est la cause profonde de ce mal. La cause profonde de ce mal, ça vient du Parlement. Je ne suis pas très fier de nos législateurs qui ont voté ces deux lois-là. Je n'ai cesse de dire ces derniers temps que ce sont de mauvaises lois. J'insiste là-dessus, ces deux mauvaises lois. Et ce sont ces lois qui nous ont mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui, et qui amène aujourd'hui cette bataille inutile alors que nous avons de sérieux problèmes de développement. Je dis mauvaise loi, pourquoi? Parce que j'ai pour habitude de dire, lorsque vous voulez prendre des lois, surtout dans le cadre de réformes, il faudrait faire en sorte d'étudier d'abord ce que j'appelle l'applicabilité, pas l'application, mais l'applicabilité de ces lois avant de les prendre, que ce soit une proposition ou un projet de loi. Qu'est-ce que j'appelle l'applicabilité? C'est de voir le contexte où nous sommes et de voir les chances de réussite dans l'application. Parce qu'il ne sert à rien de prendre des lois qui seront difficiles à appliquer ou que personne n'applique. C'est extrêmement grave. Pourquoi je le dis, monsieur Yitonji? Vous savez, si vous prenez par exemple la charte des partis, je vais vous donner quelques exemples pour montrer que c'est une très mauvaise loi. Vous ajoutez très mauvaise? Une très mauvaise loi. Une très mauvaise loi. Je vous donne quelques exemples. Je prends l'article 16 qui parle de membres fondateurs. Oui. Le document dit, je ne vais pas ennuyer les téléspectateurs en lisant, mais je vais résumer, paraphraser, qu'il faut, pour se conformer, 15 membres fondateurs par commune. J'existe. Vous ne pouvez pas me demander de renaître. C'est ça que la loi est en train de demander aux partis qui existent. Expliquez-vous. Non, mais l'article 16 demande, pour se conformer, demande aux partis qui existaient déjà d'avoir 15 membres fondateurs par commune. Ah oui. C'est une manière indirecte de leur demander de mourir. Or, si je dois me conformer, je ne suis pas obligé de mourir. Donc, en fait, c'est un des points sur lesquels la loi est mauvaise. On devrait plutôt demander, je crois que beaucoup l'ont dit ces derniers jours, on devrait plutôt demander aux partis qui existaient sous l'ancienne loi de justifier 15 membres par commune. C'est différent d'avoir 15 membres fondateurs. Je ne peux pas naître. Je suis. Le parti existe, vous ne pouvez pas lui demander d'avoir 15 membres fondateurs. Vous êtes en train de lui demander indirectement de mourir et de renaître. Donc, en définitive, c'est ce qui a fait d'ailleurs que le ministre est allé jusqu'à mettre dans le courrier envoyé à l'USL, par exemple, qu'il aurait fallu dissoudre l'USL pour créer un autre USL. Est-ce que c'est une mise en conformité? Et c'est tout là le problème de la loi. Et ce n'est qu'un exemple.
Il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. S'il a envie de réagir par rapport à ça. C'est vrai, c'est juste. On a dit mise en conformité. Il paraît que le quartier latin de l'Afrique, avec cette terminologie-là, on aime un peu s'embrouiller là. Oui, mise en conformité, c'est l'expression. C'est totalement ça. Je crois que M. Sono, mourir pour renaître par la suite, parce qu'on existe, justifié de 15 membres par commune, pourquoi pas fondateur? Si tant est que vous avez ces 15 membres dans chaque commune du Bénin, la justification, c'est apporter les preuves que vous avez effectivement ces membres-là qui sont avec vous. Oui. Et c'est ça. C'est fondateur. C'est fondateur, ça veut dire que je n'ai une interprétation que vous faites de la chose. Parce que là, sinon comment, quelle appréciation? On peut mettre des noms. On peut mettre des noms. Maintenant, on veut justifier qu'effectivement, les gens sont là. Il dit, oui, justifier que les gens sont là, on peut comprendre. Les gens sont là, envoyer les papiers, ils hésitent. Mais il dit ceci. Nous existons à un moment T. Oui. On existe sur la base, j'imagine, de 5 membres. Mais avec le nouveau test, on dit, pour pouvoir exister, il faut 15 membres fondateurs. Et à l'ancien, on lui dit, je ne peux plus fonder l'USL. 15 membres fondateurs. Or, il existait déjà avec 5. Alors, est-ce qu'il faut aller cotiser de nouveaux fondateurs? Or, ils n'ont jamais participé à la fondation. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que la terminologie membre fondateur ici, j'appelle ça toujours interprétation. Parce que c'est une justification de ce que vous aviez effectivement par commune, des gens qui sont avec vous, qui sont membres de votre parti politique dans les 77 communes du Bénin. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur n'a pas la même compréhension que vous. Globalement, parce que non, apporter la preuve, c'est ça qu'il voudrait faire en demandant que les gens envoient leur certificat de nationalité, tout ce que nous savons pour être membre fondateur. C'est ça. Si vous envoyez ça, mon rôle aussi, c'est l'arbitrage. Oui, il faut unanimement reconnaître, puisqu'il est question de bâtir un Bénin prospère, il faut reconnaître que tout test qui peut être interprété de 1001 façons, lorsqu'on est en présence de 1001 personnes, ça fait un test bien dangereux pour un pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, oui. Un test de loi est toujours sujet à des interprétations. Mais doit être suffisamment clair pour que 1000 personnes n'aient pas 1000 interprétations. Toutefois, il y a l'interprétation exégétique qui devrait pouvoir nous orienter. Donc aller dans l'esprit des tests pour avoir l'interprétation qui nous permet d'aller plus loin. Et je crois que c'est un peu dans ça que nous sommes aujourd'hui. Autre aspect, si vous voulez. Oui, si vous me permettez. Parce que c'est ça la cause, ce que les Anglais appellent the root cause. L'article 242. Je vais vous dire une chose. Comme l'autre l'a dit, l'ancien ministre de l'Environnement, j'ai envie d'applaudir la Sénat et le ministère de l'Intérieur. Mais peut-être pas dans le même sens. Parce qu'en définitive, à leur corps défendant, ils nous ont sauvés de quelque chose de plus grave peut-être. Ah bon? L'article 242. Oui. Voilà une mauvaise disposition qui se trouve dans le code électoral. Parce que quoi? Si tout s'était bien passé, si l'USL avait eu son certificat de mise en conformité, si tous les autres partis avaient eu le certificat de mise en conformité et que nous étions allés aux élections, et que, comme le dit cette disposition, la disposition du code électoral en son article 242, oui. On répartissait les voix. Et que vous allez expliquer après aux populations de la première ou de la deuxième circonscription électorale que c'est M. Fidèle Sono qui a gagné les élections alors que je n'ai eu que je ne sais combien de voix, et simplement parce que USL, sur le plan national, a réussi à avoir 10% du suffrage nationalement exprimé, alors que j'ai été proprement battu dans ma circonscription, la circonscription dans laquelle on m'a envoyé pour boucher peut-être un trou, simplement parce qu'il faut bien positionner quelqu'un en une position, et parce que ceux pour qui on a voté suffisamment là-bas, leur parti n'a pas réussi à avoir 10% sur le plan national, vous leur expliquez que non, c'est M. Sono et un certain nombre de gens qu'ils ne connaissent de nulle part, qui, sous prétexte que le mandat du député est national, que c'est moi qu'on a élu de l'autre côté. Mais allez leur expliquer ça. Ça va être une bombe. C'est pour ça que je dis, si vous voulez faire du mandat du député un mandat national, véritablement national, réfléchissez à un autre mécanisme d'élection où
on n'a plus les circonscriptions électorales. Parce que le principe, le phénomène du fils du terroir demeure. Ça, c'est évident. Allez me positionner, je vous dis, première, deuxième circonscription, je vais échouer. Il n'y a rien à faire. Parce que, fondamentalement, les gens votent d'abord. Le fils du terroir. Ça, c'est sociologique. C'est sociologique. Donc, je dis, ça va être un choc. Parce que déjà, les intellectuels comprennent déjà mal le 242. Et après, vous irez, ces gens-là, ils ne comprennent rien à votre répartition. Et vous irez leur expliquer que ceux pour qui ils ont voté massivement, que ceux-là, il n'y a aucun de... Mathieu Avlessi, est-ce que les députés ont manqué de tête à ce niveau? Je ne pense pas parce que, voyez-vous, ça, je m'étais prononcé sur cet article 242. Oui. J'ai dit non, nous sommes tous cadres. On est passé de l'enseignement primaire au secondaire, du secondaire au supérieur, ainsi de suite. À chaque fois, nous avons passé des examens. Et les élections, là, moi, je les considère comme des examens qu'on passe à la classe, au niveau de la classe politique. Et qu'on dise, bon, voilà, à chaque examen qu'on passait, il faut avoir 10 sur 20 pour être déclaré admis. Tu peux avoir au-delà. Bon, il arrive que pour des raisons conjoncturelles, on demande à racheter. Voilà parce qu'on aurait souhaité avoir quand même, on rachète 9,50, je ne sais pas. Tout ça, c'est des alternatives. Et qu'on dise, bon voilà, on veut avoir des partis représentatifs au plan national. Et pour ce faire, il faudrait un premier passage qui nous permet de dire, attention, pour réussir à cet examen-là, il faut avoir 10 sur 20. Il faut avoir 10% de l'électorat au plan national. Pour être dans l'équipe, dans le lot de ceux à qui on peut faire la répartition des sièges. Je crois que c'est déterminant et c'est important. Parce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas parce que je suis populaire seulement à Savalou, parce que c'est là-bas chez moi, que bon, voilà, on a Savalou à 100% voté pour moi. Ailleurs, je n'ai personne, que je suis aussi représentatif au plan national que ça. Dans le principe, je suis d'accord avec vous, M. Avlessi, mais réfléchissons pour trouver un nouveau mécanisme d'élection des députés qui ne soient pas liés aux circonscriptions électorales. Et nous aurons résolu le problème. Je crois que ce que tu... C'est pourquoi je dis, hein, les choses se sont réalisées. On essaie de voir, oui, ce qui est fait n'est pas parfait. Je dis, ils ne sont pas parfaits, ils sont nos représentants, ils ne sont pas parfaits. Peut-être qu'ils n'ont pas pu intégrer des choses qu'on aurait pu intégrer parce que les choses sont passées dans un délai donné. Mais déjà, commençons avec et apportons les éléments de correction nécessaires pour avancer. Avançons avec. Sinon, on n'aurait jamais commencé. Commençons par quelque part. Et ça, c'est le début. On pourra amender. Et donc, je sais, ce fidèle est très... il aime la réflexion, il est consensuel. Je connais ses élans personnels. Donc, déjà, oui, c'est vrai qu'il y a des coquilles. Mais ces coquilles, il n'y a pas que ça, peut-être. Mais on pourra les corriger. Et si vous me permettez... À l'avenir. Et si vous me permettez, monsieur Avlessi, un troisième problème que posent ces lois, et je le dis pour la perspective, hein, pour plus tard, pour que lorsque nous allons nous asseoir, que nous puissions travailler à régler ces questions. Une loi, me semble-t-il, hein, d'abord, une loi n'est pas que l'affaire des juristes, ne devrait pas être que l'affaire des juristes. Ça devrait être des équipes pluridisciplinaires pour vérifier ce que j'appelle toujours l'applicabilité. Il faut des spécialistes en management public, il faut des spécialistes en sociologie, il faut tout ça pour vérifier d'abord l'applicabilité. Les juristes, ils vont écrire pour que ça soit conforme à ceci, etc. Mais il faut que d'autres disciplines arrivent à regarder le contenu pour voir l'applicabilité. C'est très important. Ces lois-là manquent de précision à un certain nombre de niveaux. Quand je prends le terme mise en conformité, c'est un terme qui est flou dans la loi. Et quand c'est flou comme ça, parce que je suis d'accord que dans une loi, on ne peut pas mettre tout, pourquoi ne pas penser à un décret d'application qui dit clairement ce que ça veut dire mise en conformité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas clair. C'est la même chose par rapport au dossier de la CEDA. C'est pour ça que, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler, c'est pour ça que vous avez eu tout ce désordre entendu à la Sénat tout dernièrement. Les critères, ce qu'on appelle les standards, ne sont pas clairs. Jusqu'à la veille du dépôt des dossiers dans certains états-majors, on était encore à se demander est-ce que c'est acceptable si telle pièce est légalisée par un officier de police ou pas, etc. Rien n'est clair. Il n'y a pas un checklist. Il n'y a pas un checklist. Il devrait y avoir un checklist partagé avec tous les partis et de sorte que vous travaillez
avec ce checklist avant d'aller. Nous, on a dû, la veille, écrire à la Sénat pour poser des questions, mais on n'a pas pu poser toutes les questions. Et je me souviens, il y a l'un d'eux, je suppose il s'amusait, qui disait, mais nous, on n'est pas des consultants. Vous devez payer des consultants pour faire ce travail. Nous, on est là pour appliquer la loi, etc., etc. Ça veut dire que à leur propre niveau, ce n'est pas clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Tiando, le président, disait... On y revient. Oui, on y reviendra. Décidément, c'est vrai, il faut pouvoir avancer. Mais... Oui, je suis d'avis que l'initiative des lois ne soit pas seulement l'apanage des juristes. C'est parce que les lois vont s'appliquer à une société. Et qu'il faudrait donc que les sociologues, que beaucoup de compétences soient mises. Et j'espère quand même qu'ils ne sont pas restés en vase clos pour le faire. Toutefois, il y a des choses à revoir. Mais commençons. Je suis décidé à dire, je voudrais nous exhorter à accepter avec le consensus qu'on attend de cette équipe en place là, qu'on essaie d'aplanir les difficultés, qu'on démarre pour corriger par la suite. Ça, c'est mon point de vue. Je ne voudrais pas trop rentrer dans des interprétations. Commençons quelque part avec le consensus et le reste, on va corriger par la suite. Donc, alors que les voix sont tournées, les regards plutôt sont tournés vers l'Assemblée nationale et les voix s'élèvent pour demander et clamer que le consensus appelé soit traduit en actes, quelques faits sont venus comme pour mettre le doute et pousser certains plutôt à la révolte. Au nom de ces faits, ce sont les fameuses pièces qu'on a exhibées ça et là comme étant des pièces qui auraient pu être retirées, interdites et autres. Mathieu Ablessi, vous avez suivi un peu. Comme vous, comme on a suivi ces événements, mais moi je dis, on dit des documents sous-scellés. Et comme exhibe des documents qui sont sous-scellés, qui ne devraient être retouchés qu'en présence après certaines dispositions, je ne crois pas en l'authenticité de ces pièces-là. Je ne crois pas. Et donc, parce que je ne veux pas jeter le propre sur les institutions qui gèrent ma République. Je crois en ces institutions-là. Et je sais que le travail sérieux a été fait. Et donc ces pièces, ça me fait juste de la manipulation. Je ne veux pas croire en ça parce que vous avez entendu le président de la Sénat. Ça vient d'où? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des pièces authentiques qu'on nous a exhibées. Oui, Fidèle Sedon, avant de poursuivre. Non, je pense que M. Tiando essayait de se sortir d'affaire, tout simplement. Parce que, vous savez, la question de soustraction frauduleuse de documents classé confidentiel, ça c'est une question à traiter à part. Mais l'authenticité de la preuve, c'est une autre question. Et je crois que j'ai suivi le brillant exposé de Maître Yves Gamonou qui demandait justement au président de la Cour constitutionnelle, la question ici, c'est de demander aux représentants de la Sénat de dire si oui ou non, ils reconnaissent que c'est sa signature. C'est ça la question là. Que le document a été soustrait frauduleusement, on peut punir la personne qui l'a soustrait après. Mais séparément, la preuve, parce que vous regardez en Amérique du Nord, je suis très habitué en Amérique du Nord, mais écoutez, les gens, quand vous réussissez à sortir, que ce soit frauduleusement ou je ne sais comment, un document classé secret, mais qui suscite un scandale, mais la justice s'en saisit et traite ça proprement. Donc, la question ici, je crois que c'est qu'il s'est passé des choses pas tout à fait clean, comme on dit en anglais, et ça a été révélé par cet incident. C'est ça la vérité ici. Et ce qui s'est passé, je vous le dis en faisant une petite illustration pour que les gens comprennent. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose tout récemment, il n'y a pas encore une semaine. Je quittais Saint-Hérita pour aller au carrefour à Gonticon. Je suis arrivé au feu, j'ai vu le feu rouge et vert s'allumer au même moment. Et là, en venant, je disais, voilà, ça c'est mon pays, ça. C'est illustratif de ce qui se passe. Vert, rouge. J'ai vu les policiers à gauche. J'ai dit, bon, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je continue? Je me suis arrêté. Et vous savez ce que j'ai eu? Non. J'ai eu comme l'attitude d'un traumatisé. Je me suis dit, intérieurement, Fidèle, tu es un opposant. Il vaut mieux considérer que c'est rouge. Parce que si tu passes, le policier va te montrer que c'est rouge. Et il va t'arrêter. Et peut-être, et des gens me dépassaient justement, ils ont commencé à klaxonner. Et je m'étais dit, quelques secondes, peut-être que c'est des mouvanciers. Et on va dire que mais le feu est aussi, c'est vert.
Mais exactement, c'est ce qui s'est passé à la Sénat. Non, c'est ce qui s'est passé à la Sénat. C'est-à-dire, les normes sont floues, exprès. C'est-à-dire, les normes sont floues, exprès. C'est un peu comme quelqu'un nous a dit, nous, on n'est pas des consultants, vous donnez tous ces éléments. Les normes sont ne sont pas claires, exprès, pour que, après, on puisse appliquer comme on veut. Et c'est moi, en tant qu'opposant, vous voyez, j'ai eu comme une espèce de traumatisme en me demandant est-ce que je passe, est-ce que le policier ne va pas m'arrêter, parce que j'attendais qu'il me fasse comme ça. Et bien je me suis dit non, les autres n'ont qu'à passer, peut-être que c'est des mouvanciers. Et si je démaille, on va m'arrêter, on va m'appliquer le rouge. Donc en fait, c'est une illustration pour vous dire, c'est comme dans une classe. On dit la moyenne c'est 10 pour passer. C'est ce que la loi dit, c'est 10. Si aucun élève n'a 10, on déclare tout le monde échoué. Et si vous entendez que c'est l'épreuve qui est mal composée, ben, recomposez l'épreuve et maintenant les gens iront à l'examen. Mais ne commencez pas par dire, bon, écoutez, voilà les fils de l'inspecteur, bon, comme ils ont 8, on va amener la moyenne à 8 et tous ceux qui ont 7 échouent. Non, exactement, c'est ce qui s'est passé. Et je crois que c'est je n'aurais pas souhaité extrêmement grave. que Fidèle soit à ce point traumatisé parce que il vous dit ce qu'il vit. Non, je blaguais un peu, bon, mais franchement, j'ai eu ce réflexe-là, ouais, honnêtement. Parce qu'il serait passé qu'on n'allait pas le taxer d'opposant et donc lui appliquer le rouge. Ce n'est pas évident que ce soit ça. Et donc ça, je te dis, baisse tes gardes pour qu'on avance. Mais j'espère qu'ils ont déjà corrigé le fait. Chers amis, je pense que c'est notre pays. Hein. Le pays, comme l'a dit certains, le pays est malade de nous fils de ce pays-là. C'est nous qui sommes, le pays est malade, c'est notre maladie qui se transpose. Cadres, acteurs politiques, c'est nous qui rendons le pays malade. Mettons la balle à terre, j'exhorte tout le monde à ça. Le président nous a demandé, il a demandé la balle à terre, il a mis la balle à terre. Des gens ont été désignés pour jouer la balle-là. On va leur laisser le temps de bien manipuler le ballon et de nous l'envoyer dans la bonne position pour que notre démocratie s'en sorte. S'il y a un fait qui, malheureusement, a sorti certains de leurs dons, c'est d'entendre le président avouer, c'est peut-être moi qui exagère, j'utilise le mot juste, le président déclarer, oui, qu'il y a eu irrégularité au niveau de certaines listes du pouvoir, mais ce sont des irrégularités mineures. Donc, le président aurait pu tabler simplement sur le fait qu'il y a une irrégularité parce que ne disposant pas de baromètre pour apprécier la dangerosité, peut-être d'irrégularité ou la densité d'irrégularité à tel niveau ou tel autre. Quel est le regard que vous portez sur ce fait qui est devenu comme emblématique du fait qu'il y a ce que l'autre a appelé favoritisme? Bon, je crois que tout ça c'est interprétatif. Et puis par rapport au traitement du dossier où on trouvait qu'il y avait des faits mineurs, des faits moins mineurs et des faits majeurs, ainsi de suite, c'était à l'équipe de décider, de mettre les échelles d'appréciation des coquilles. Et si on trouve que ces coquilles sont mineures, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est le dire du président de la Sénat. Est-ce qu'il n'y en avait pas aussi dans d'autres dossiers où on a trouvé que c'est mineur, on a fait le chemin avec jusqu'au moment où on a commencé à trouver des fautes majeures, des dispositions, donc des entorses majeures qui les recalaient. Ça aussi, qu'on ne fasse pas cette interprétation, je ne trouve pas que ce soit juste de trouver que voilà, le président de la Sénat a avoué qu'il a eu... Non, je ne crois pas que ce soit ça. Il n'y a pas de travail qui soit parfait. Je dis, nous ne sommes pas Dieu. Et chacun a dû mettre des coquilles à des niveaux donnés. L'équipe a dû voir dedans jusqu'à un niveau où, bon, ça, on n'en peut plus, ça, on n'en peut plus, on en est là. Mais je crois, l'équipe est là. Faisons confiance à l'équipe. Mathieu, si vous allez me dire, je sais, vous avez beaucoup de France parlé avant de tout des fidèles sur nous. Dites-vous, quand vous avez suivi tout ceci, vous n'avez pas été un peu surpris que ce soit rien que les deux formations proches du pouvoir qui aient pu vraiment exceller et que les erreurs minorées n'ont été qu'à leur niveau et que tout le reste n'a pu avoir le réflexe, l'intelligence de réussir cet exploit-là? Ça ne vous a pas surpris? Oui, moi je crois que par rapport au Quitus par exemple, je pense qu'il n'y a pas que les deux partis. Mais ceci, il faut comprendre que ces deux partis sont des partis naissants. C'est pas qu'ils n'existaient pas pour qu'on leur demande de mourir pour renaître.
c'est le processus Mourir pour renaître, certainement, qui a gêné les autres, qui n'a pas permis aux autres de se mettre en phase vis-à-vis de la nouvelle disposition de la nouvelle charte. Et donc, nous qui étions en train de, qui naissons dans le contexte, on a dû faire respecter l'environnement pour naître, respecter autant que faire se peut l'environnement pour naître dans le contexte. Parce que il y a Mouel Bénin qui aujourd'hui ne souffre pas trop de ça. Nous étions là les doublons. Je crois que Mouel Bénin serait passé parce que Mouel Bénin aussi venait de naître, a lu les tests en vigueur et a avancé, a fait le chemin avec. Ça a manqué certainement aux partis qui existaient, qui se sont dit on est déjà là, on va mettre quelques touches puis on va avancer. Ça n'a pas, c'est ça que ce sérieux dans le travail. Excusez, je ne suis pas là, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, mais je me dis c'est déjà la suffisance, on est déjà là, on s'y connaît. Trop de suffisance, ça a mené peut-être à ça. Mais j'espère que l'équipe qui est en place va trouver des alternatives, j'espère. On vous croit sur parole, le franc-parler, c'est aussi le propre de votre vis-à-vis, à Fidèle Sonon. Fidèle Sonon, c'est presque le moment de s'interroger, car comme vous l'avez dit, il faut se demander, le mal vient d'où? Pourquoi en sommes-nous là? L'USL s'est-elle permis de faire son examen de conscience et de conclure qu'il y a eu de l'autosuffisance? Par exemple, c'est un jamais. L'autosuffisance, je ne dirais pas ça. C'est plutôt, moi je vais répondre sur ce que M. Avlessi disait à la fin de son intervention, pour dire que c'est peut-être cette espèce d'arrogance que nous avons notée chez un certain nombre de partisans de la rupture, qui a mené aussi à la situation. Parce que ils se sont mis très vite dans la posture de dire, mais écoutez, nous, on a fait très bien notre devoir. Écoutez, les autres, ils passent leur temps à bavarder, ils n'ont pas fait leur devoir, etc., etc. Et c'est ça qui a amené peut-être aussi à cette situation. Parce que le devoir dont nous parlons, quels sont les critères de correction ou de certification? On ne les connaît pas. Et j'insiste là-dessus parce que bientôt, on va atteindre, je l'espère, l'objectif du consensus et on va reprendre le processus. Je souhaiterais qu'on ne reprenne pas les mêmes bêtises et qu'il y ait des critères connus de tout le monde. Parce que lorsque vous entendez le président de la Sénat dire aujourd'hui que mais est-ce qu'une carte signée par M. Sakalafia, c'est quand même une carte d'électeur, on a dû laisser passer. Bon, donc si il y a des gens qui ont remis cette carte, bon, on a dû fermer les yeux. Un document signé par un officier de police, c'est quand même signé par un officier de police, et beaucoup ont fait cette erreur, on a dû laisser passer. Mais en amont, ça n'était pas cela. Vous savez que à USL, et comme dans d'autres partis, ces partis ont dû ne pas positionner leur meilleure personne, simplement à cause de cette nouvelle carte qu'ils n'ont pas. Moi, je vous dis, j'ai un exemple que je peux vous donner. Mais c'est comment vous rattrapez cette chance-là? On a dit que ça, c'est la norme au départ. Si vous n'avez pas la nouvelle carte, on ne vous accepte pas. Si vous faites, légaliser votre document par un officier de police, ça n'est pas accepté. Mais il faut l'appliquer jusqu'au bout. Ou on dit, non, écoutez, reprenons cette affaire parce que vraiment, si on doit appliquer toutes les règles, personne ne passera et on reprend tranquillement. Mais là, on commence par racheter en ciblant. C'est ce qui s'est passé. Et donc, lorsque moi j'ai entendu le président de la Sénat, j'ai dit, il aurait dû ne pas faire cette conférence de presse parce qu'en définitive, il a confirmé, c'est lui qui a apporté l'authenticité du document qui avait circulé, qui aurait été soustrait frauduleusement. Parce qu'il a reconnu qu'il y a effectivement des manquements, mais que consensuellement, ils auraient décidé de racheter, mais qu'il reconnaît aussi qu'il y a un commissaire qui s'est désolidarisé. En tout cas, toute cette polémique, chers invités, a poussé l'opposition à donner de la voix. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse. Le temps est complètement parti. On va peut-être se passer de la diffusion de cet extrait, car j'imagine que vous l'avez tous suivi. Mais il y avait 4 points forts à l'issue de cette déclaration. Le premier point, c'est la démission et l'arrestation de tous les membres de la Commission électorale nationale autonome qui a été clamée. Mathieu Avlessi. Je dis, respectez un peu nos institutions. Ça fera pas sérieux de notre part tout de suite à l'étape où nous sommes là, dans les avancées dans ce processus-là, qu'on demande
à la Sénat, de dissoudre la Sénat, bien je ne sais pas quels sont les thèmes utilisés. Le thème, c'est démission. Démissionner, démission et arrêter. Je crois que ça fait un peu trop dur. Et oui, c'est vrai que lorsque une institution venait avoir un élément d'une telle institution venait à faire des fautes, on pourrait rejeter l'opprobre sur, mais isoler l'individu, isoler l'élément pour voir est-ce qu'il est justifié à faire ce qu'il a fait. Sinon, quelles sont les dispositions prévues, les châtiments prévus dans le contexte pour lui, pour l'individu. Je crois qu'on essaiera. C'est autant aller sur ce terrain que de dire voilà, démissionner, comment appelle-t-on, la Sénat, c'est un peu trop fort, ça ne nous avancera pas. Oui, Fidèle, c'est le consultant que là j'interroge. Quel est votre regard? Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que sur cette question, je ne dis pas forcément le point de vue de mon parti, encore que nous avons une opposition plurielle, mais parfaitement unie. On n'a pas besoin forcément d'être un seul parti pour être unis. Et nous sommes parfaitement solidaires donc, de cette conférence de presse, mais je dois nuancer pour dire que d'abord une démission c'est une affaire personnelle. C'est l'individu qui, vu les faits qu'on lui reproche, dit je démissionne. Ok ? Alors je ne sais pas si les dispositions sont prévues pour les virer, comme on dit vulgairement. Si ce n'est pas le cas, donc moi je pense que ça appartient à M. Thiando et son équipe de savoir s'ils vont démissionner ou pas. Mais dire qu'il faut qu'ils démissionnent en bloc et qu'on les arrête, honnêtement, il faut nuancer un tout petit peu. Parce que sérieusement, il y a des cadres très sérieux dans ce pays qui font très honnêtement leur travail, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à la Sénat, un peu partout, et donc mettre tout le monde dans le même sac et dire donc nuancer, on enferme tout le monde. Non, écoutez, mais nous sommes sur la voie du consensus. On ne peut pas être sur la voie du consensus, être en train de tenir des langages du genre, il faut enfermer les gens, il faut foutre les gens au youf. Moi, je voudrais nuancer un tout petit peu pour qu'on cherche les responsables et éventuellement les punir administrativement ou pénalement. Le ministre de l'Intérieur était aussi dans le viseur des acteurs politiques de l'opposition, lui, qui s'est interrogé. Est-ce que, parce qu'on n'aurait pas une formation politique dont le leader serait Sébastien Diamant, Nicéphore Soglo, Boniaï, participer au scrutin et que le monde va s'effondrer? Je prends ça autrement. Pour les formations de l'opposition, c'est une prise de position de trop à conclure que, oui, sans cela, on peut bien aller aux élections. Et pour ça, la démission du ministre est aussi demandée. Je crois encore que les gens vont trop vite en besogne. Oui, c'est vrai que ces propos, ce n'est pas les individus qu'il faut voir. Moi, je ne vois pas Nicéphore Soglo, je ne vois pas Yahi. Alors, le ministre qui serait jugé arbitre, le ministre de l'Intérieur, dans ce cas-là, la démission demandée, ça peut passer pour vous? Il paraît qu'il est membre d'un bureau politique et c'est lui qui dit mais oui, cette liste peut passer, cette autre liste ne peut pas passer. Bon, ça, nous ne sommes pas là-bas pour vraiment dire les choses en ces termes. C'est le ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas là-bas pour dire non, malheureusement, c'est le cas et c'est extrêmement grave. Vous demandez sa démission, vous? Écoutez, moi, je demande que le président de la République le vire. Je demande, non, je vais être plus sévère, oui, que par rapport. Non, il faut que, non, parce que si le chef, je travaille en management des organisations et je dis, la discipline organisationnelle oblige. Lorsque votre chef a tranché, vous rangez derrière. Vous pouvez en interne continuer à influencer, mais vous n'allez pas sur les antennes pour presque contredire votre chef. Et c'est pour cela que moi, je voudrais humblement, demander au président de la République, malheureusement il ne va pas m'écouter parce que je suis opposant. Je voudrais lui demander. Pas d'intention. Je voudrais lui demander humblement si vraiment ça n'est pas lui, comme certaines personnes le soupçonnent, ça n'est pas lui qui dit allez attiser le feu, moi je vais calmer de ce côté, allez jouer le sale rôle et moi je vais calmer de ce côté. Si ce n'est pas effectivement lui et que je finirai pas à avoir tort, moi qui commence à croire en sa bonne foi pour la recherche du consensus, il faudrait que très rapidement, il dise à tous ses partisans de se ranger. Sinon, nous risquons de commencer à douter de sa bonne foi. Oui, l'émission est presque terminée, mais très rapidement. Disqualification de Maître Adrien Oumbédi pour conduire le processus. Qu'en pensez-vous? C'est pas normal. Vous ne trouvez pas ça normal? Et vous, Fidèle Sonon, disqualifié pour conduire la BAC du consensus? Non, je pense que... c'est très difficile à répondre. Il y a effectivement une situation de conflit d'intérêts. Il
il pourrait avoir une situation de conflit d'intérêts, comme il y en a manifestement au ministère de l'Intérieur. Mais je pense que Maître Adrien Oumbédji a pris la mesure des choses. Et je crois que, comme il ne sera pas seul, j'espère qu'il pourra conduire Pour à mon conclure sens. cette émission, un appel au médiateur de la CEDEAO, où vous voulez conclure sur quoi? À vous de choisir. Non, mais un médiateur de la CEDEAO, oui, un médiateur de la CEDEAO serait le bienvenu, mais je pense qu'on a les ressources au Bénin pour faire le job. Je pense. Il suffit qu'on se voit en partenaire, qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité sur ce qui ne va pas. Merci Fidèle Tout à Sono, fait, oui. je suis de cet avis-là. Nous avons les ressources sur place. On n'a pas besoin de la CEDEAO pour trancher cette affaire-là. On va avancer. Les ressources sont là. Faisons-nous confiance et avançons. Merci. Une fois encore, chers invités, Mathieu Avlessi et Fidèle Sono, pour votre contribution à l'enrichissement du débat qui accourt depuis peu autour du scrutin du 28 avril prochain. Que devra-t-on faire? Aller au consensus, se parler d'une seule et même voix, et le Bénin a les ressources pour parole de nos invités du jour. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là et je vous fausse compagnie sur cette citation de l'institutionnaliste béninois qui affûte ses âmes et fait aussi ses preuves au-delà des contrées béninoises. Nassis Tometi, je le cite, à force de tirer avec rigidité et brutalité sur une corde usée, c'est tout le monde qui chute et tombe dans sa rupture. Et foudroyant peut-être le choc tant pour les compétiteurs, les recalés, que pour les spectateurs. Autant l'éviter et donc se regarder et savoir tenir ce qui unit tous. Merci et bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.